Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Margot Blondel, je suis médiatrice culturelle à l'ECPAD, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui est aussi le centre d'archives photographiques et audiovisuelles du ministère des Armées. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'exposition Soldats sportifs, pratiques sportives militaires de 1914 à nos jours, qui se trouve actuellement sur le parvis du musée de la Grande Guerre de Meaux jusqu'au 19 août. Alors d'abord rapidement présenter l'établissement. Le CPAD, c'est 15 millions de photographies et 100 000 heures de films qui sont conservés à Ivry-sur-Seine, au fort d'Ivry dans le Val-de-Marne depuis 1946. L'établissement a été créé en 1915 et les archives sont enrichies sans cesse par la production des caméramans et des photographes militaires, par des versements des institutions de la défense et par les dons des particuliers. Le CPAD, c'est également un centre de formation, l'école des métiers de l'image et un acteur de l'éducation auprès des scolaires, des professeurs et des chercheurs et universitaires. Aujourd'hui, le CPAD, elle valorise ses archives par le biais d'éditions de livres, de coproduction de documentaires, de participation à des festivals, des conférences, des projections et également par la coproduction d'expositions comme celle dont nous allons parler dans un instant, réalisée donc avec le savoir-faire et les archives du musée de la Grande Guerre et de l'ECPAD. Alors, pourquoi faire une exposition sur le sport en cette année olympique 2024 ? Eh bien, on a trouvé ça plutôt intéressant de voir que sport et armée avaient beaucoup de valeurs communes, par exemple le courage moral et physique, la détermination, le goût de l'effort et de la discipline, mais également des valeurs telles que le sens du collectif et le patriotisme. Alors, on va commencer avec cette première image qui parle de la gymnastique. Ici, on est entre 1908 et 1911, donc une image antérieure à la Première Guerre mondiale qui est entrée à l'ECPAD par voie de don. Ce qu'on y voit, ce sont 7 militaires en train d'effectuer un exercice de gymnastique qui consiste à progresser en équilibre sur une poutre. Alors, si on remonte dès l'Antiquité, la gymnastique et la technique militaire sont liées puisqu'on pratique la gymnastique en vue de s'aguerrir au combat. En France, c'est beaucoup plus tard, au XIXe siècle, que la gymnastique va être théorisée et fortement encouragée selon différentes méthodes qui toutes prônent à quel point la gymnastique est bénéfique à la fois d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue moral. En particulier, c'est le colonel Amoros, François Amoros, qui va populariser la gymnastique. C'est lui notamment qui va ouvrir le premier établissement public d'éducation physique. C'est le gymnase de l'Institution Jourdan à Paris. Alors, le colonel Amoros, il souhaite populariser la gymnastique, mais il souhaite aussi l'adapter à la pratique militaire. En fait, il va faire le constat que les soldats de son époque, donc de la moitié du XIXe siècle, sont aguerris aux fortes chaleurs, aux ports de charges lourdes, aux intempéries, mais n'ont aucune préparation physique spécifique. Et donc, à cette fin, il va proposer une méthode qu'il appelle la gymnastique préparatoire, qui consiste à reproduire mécaniquement et un grand nombre de fois toute une série de mouvements, des mouvements qui peuvent être complexifiés notamment par des objets, des agrès, des échelles ou cette poutre en l'occurrence. Alors, la technique d'Amoros va largement se diffuser en France, dans la bourgeoisie, dans les milieux scolaires et bien sûr dans le milieu militaire, et même après son décès en 1848, parce que dès les années 1830, il va prendre soin de faire éditer son manuel de préparation gymnastique, physique et morale. Alors, si on continue sur la seconde image de cette exposition, elle nous permet d'évoquer la préparation féminine dans le cadre de l'armée. Donc, on est devant cette image de 1944, une séance d'instruction physique des femmes, des conductrices ambulancières à Oran, en Algérie. Alors, dès les années 1880, de vives controverses vont s'élever dans le milieu scientifique et le milieu sportif, puisque certains scientifiques prétendent que le sport, et plus précisément la compétition sportive, sont nocifs
pour à la fois les enfants et les femmes, donc les personnes dites à l'époque de constitution fragile. À cause de ça, les femmes vont devoir se battre pendant longtemps pour arriver à participer à des compétitions sportives qui, avant ça, leur sont refusées. Et c'est seulement en 1912, par exemple, qu'elles vont avoir l'autorisation de participer aux Jeux Olympiques. Alors 2 ans après cette première édition mixte des Jeux Olympiques, arrive la Grande Guerre et les femmes font leur entrée sous les drapeaux au service de santé des armées en tant qu'infirmières ou en tant que conductrices ambulancières. Mais à cette époque, elles vont conserver un statut civil et leur engagement n'est associé à aucune pratique sportive spécifique. L'évolution du sport féminin durant la Grande Guerre, elle ne vient pas de l'avant, en fait elle va venir plutôt de l'arrière. Au moment où les hommes sont partis combattre sur le front, les femmes deviennent chefs de famille, doivent souvent travailler et vont commencer en tout cas à s'intéresser au sport et à le pratiquer. C'est pendant la Grande Guerre qu'un grand nombre d'associations sportives exclusivement féminines va voir le jour et notamment en 1917, le club Femina Sport va organiser le premier match de foot féminin en France. Alors, cette évolution du sport pendant la Grande Guerre, du sport féminin, c'est un temps fort certes, mais c'est aussi un trompe-l'œil puisqu'après la guerre, les hommes reviennent dans leur foyer, reprennent leur place de chef de famille et les femmes malheureusement retournent à leurs activités domestiques et s'éloignent ainsi du sport et du travail. Il va falloir attendre la Seconde Guerre mondiale pour que la pratique sportive soit associée à l'engagement militaire des femmes. Après l'armistice de 1940, les femmes peuvent s'engager au sein des forces françaises libres du général de Gaulle, en tant que conductrice ambulancière, en tant qu'agent des transmissions ou en tant que volontaire de l'armée de l'air. Et dans ces cas-là, elles vont devoir pratiquer des activités sportives, la course à pied et la gymnastique. Et puis pour les femmes pilotes, l'entraînement est encore plus soutenu puisqu'elles doivent également pratiquer la natation, le saut en hauteur et les sports collectifs. Voilà pour cette partie sur les femmes. Alors, la photographie suivante nous permet de faire un saut dans le présent, puisque effectivement cette exposition présente les pratiques sportives pendant la Grande Guerre, mais s'intéresse aussi à leurs évolutions jusqu'à nos jours. Et ici, c'est le cas avec cette image de militaires en opération extérieure. On est en 2015, on est en République centrafricaine pendant l'opération Sangaris. Et donc, nous voyons des militaires s'entraîner dans leur environnement direct. Le sport aujourd'hui, en opération extérieure, il fait vraiment partie du quotidien du soldat, selon une méthode qui a été établie dans les années 1960 avec la doctrine d'Antibes et qui s'inspire d'une méthode qui n'a pas été créée par le colonel Amoros dont on parlait tout à l'heure, mais par Georges Hébert. Georges Hébert, il vit au début du XXe siècle, il est officier de marine et lui va s'opposer à la méthode d'Amoros qu'il trouve trop mécanique, pas assez souple. Il va donc proposer sa propre méthode qu'il appelle méthode naturelle et qui consiste à progresser, à faire des exercices notamment de gymnastique, de renforcement musculaire en plein air. Au sein, peu importe l'environnement dans lequel on doit pouvoir s'entraîner et toujours de manière collective. En fait, il souhaite que chaque moniteur, peu importe les moyens dont il dispose, puisse entraîner et aguerrir des soldats et que cet entraînement renforce également l'esprit de corps, l'entraide entre les soldats. C'est quelque chose qui est très important pour lui. Georges Hébert, il va également créer quelque chose qui est resté très célèbre dans les armées, c'est ce qu'on appelle le parcours du combattant. Il va le créer en 1916, donc en plein pendant la Grande Guerre, et de la même manière que sa méthode naturelle, il souhaite en faire un outil d'entraînement qui soit utilisable partout et qui s'inspire vraiment de l'environnement des soldats et qui puisse aussi les mettre en condition devant des situations opérationnelles qu'ils peuvent rencontrer une fois sur le front. Alors, les années vont passer, cette méthode va rester ancrée dans la pratique militaire. Pendant les premières opérations extérieures dans les années 70, les militaires vont donc
mettre au goût du jour cette méthode, ce parcours du combattant et encourager donc les soldats à s'inspirer, à utiliser leur environnement direct. Donc là on voit que cet arbre sert directement de support à ces corps de raid. Alors en opération extérieure, au-delà de la préparation physique, il y a d'autres événements sportifs qui sont organisés comme des rencontres sportives entre différents régiments, parfois différents pays, qui permettent des échanges interarmées et de solliciter des valeurs comme la fraternité et le patriotisme. Alors si on poursuit avec cette quatrième image qui nous permet d'évoquer donc l'entraînement des soldats coloniaux. Alors c'est une photographie qui fait écho avec l'autre exposition temporaire en ce moment au musée de la Grande Guerre. Cette photographie, donc, elle a été prise en 1951. Elle représente donc des soldats en train de s'entraîner, des spahis plus précisément. Alors, en 1914, le nombre de soldats de métropole, de soldats français en métropole, est trop faible comparé aux troupes allemandes. Et donc, la France doit répondre à cette crise des effectifs et choisit pour cela de solliciter des soldats issus de son empire colonial. Donc, à l'époque, c'est l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et l'Indochine. Au total, en 4 ans, ce sont plus de 800 000 soldats qui vont être mobilisés. 600 000 d'entre eux vont être incorporés dans l'infanterie et envoyés sur tous les fronts. En France, au front, ces soldats vont bénéficier du même entraînement sportif que tous les autres, à savoir principalement de la gymnastique. Et ils participent également au temps de rencontres informelles qui se déroulent en marge des combats. Et certains d'entre eux vont partager avec les soldats métropolitains leurs pratiques sportives et culturelles, comme la danse par exemple. Je vous propose maintenant d'aller évoquer le football. Alors on doit traverser le parvis. Vous allez voir également le chantier de construction de la tranchée pédagogique qui devrait être inaugurée vers le mois de novembre prochain. Et donc le football, c'est le sujet qu'on va aborder maintenant, un sport qui s'est particulièrement popularisé pendant la Première Guerre mondiale, notamment grâce aux soldats alliés. Alors sur cette image, on est en 1915, donc le foot il nous vient de Grande-Bretagne, il est popularisé en France dès le Second Empire, mais à l'époque il est restreint. À la fois en termes de classe sociale, il va être particulièrement adressé à la bourgeoisie et il va aussi rester cantonné dans les grandes villes. C'est vraiment le premier conflit mondial qui va ouvrir ce sport à d'autres populations et à d'autres territoires. Ici, donc, on est sur une place de village qui semblablement a été évacuée. On voit que le village a été aussi lourdement endommagé, les toitures, les fenêtres. Et effectivement, des parties de football vont être organisées en marge des conflits, à proximité du champ de bataille, puisque un match de foot est très facile à mettre en place. Et ça va beaucoup plaire aux poilus qui ont parfois des longues périodes d'inaction et qui doivent donc tromper l'ennui. Le foot va répondre à ce besoin. Il provoque aussi la détente recherchée par les soldats. À l'époque, on leur propose aussi des matchs de rugby, mais beaucoup de poilus font la remarque que le rugby, c'est trop violent. Ça ressemble finalement trop au combat et donc vont préférer le foot qui requiert moins de violence. Cette photo, elle a été prise en 1915, c'est l'année d'après, en 1916, que le foot va connaître vraiment une grande expansion, puisque c'est la bataille de la Somme en 1916 qui convoque des soldats anglais, les Tommies, qui ont le foot pour sport de prédilection et qui vont pouvoir entraîner, donner des véritables leçons de jeu aux soldats français qui vont donc apprendre de leurs alliés et pouvoir populariser le football à leur tour. Alors en 1917, la première Coupe de France est organisée. Elle a deux objectifs. Tout d'abord de rendre hommage aux soldats sportifs morts pour la France, morts sur le front. Mais il y a également un autre intérêt qui est de commencer dès maintenant à populariser le foot en vue de sa diffusion en temps de paix.
après la guerre. Et c'est exactement ce qui va se passer. D'une part, grâce à ces parties réalisées un peu partout aux abords des fronts, le foot va toucher également les campagnes. Et puis, grâce aux soldats coloniaux dont on parlait à l'instant, ils vont aussi remporter cette pratique dans leur foyer d'origine et donc diffuser le football également sur tous les territoires de l'Empire colonial français. En 1919, la Fédération française de football est créée et elle devient rapidement la plus importante en termes d'adhérents. Alors, je vous propose de terminer cette visite à l'intérieur du musée pour évoquer la question de la réhabilitation par le sport. Alors, désolé pour les bruits du chantier, c'est les aléas du direct. En tout cas, j'en profite pour vous dire que cette exposition, elle est visible jusqu'au 19 août sur le parvis du musée de la Grande Guerre de Meaux. La programmation est également accompagnée de QR codes, une programmation vidéo que vous pouvez flasher immédiatement à proximité des images et qui donne accès à des compléments filmiques qui sont également conservés dans les archives de l'ECPAD, qui sont hébergés sur le serveur Vimeo. Donc n'hésitez pas à revenir pour admirer ces 14 photographies et les compléments filmiques qui sont proposés. Alors, cette dernière image, elle est contemporaine également. Elle représente deux militaires sportifs blessés en opération. On est en 2017 à Toronto, au Canada, pendant les Invictus Games. Alors, les Invictus Games, c'est une compétition sportive réservée aux militaires blessés en opération, qui est très importante aujourd'hui. Alors, avant la Grande Guerre, avant 1914, il y a peu de structures qui favorisent la pratique du handisport. Il va falloir attendre le conflit qui malheureusement fait plus de 4 millions de blessés physiques sur le front pour voir des initiatives se développer. Dès 1914, à Paris, c'est le Grand Palais qui va être réquisitionné pour en faire d'abord un hôpital militaire, puis un centre de rééducation des soldats. Et au sein du Grand Palais, très régulièrement, vont être organisées des compétitions sportives et des cérémonies sportives qui vont être ouvertes au public et qui vont être largement commentées dans la presse. Ces compétitions, elles vont envoyer un message fort de patriotisme certes, mais surtout de résilience et de montrer qu'il est possible de continuer une vie le plus normale possible après une blessure en opération. La pratique du handisport, elle va être encouragée également par des athlètes qui vont faire figure d'exemple. Par exemple, le coureur Eugène Guillemot, qui a un poumon atrophié pendant la Grande Guerre, et le boxeur Eugène Criqui, qui lui est gueule cassée après le conflit, qui vont à l'issue du conflit se remettre au sport et redevenir les champions qu'ils étaient avant le conflit, malgré leur handicap récent. Donc tous ces modèles vont inspirer de nombreux autres sportifs militaires, sportifs blessés, à recommencer leur pratique sportive. Et puis d'autres initiatives vont encourager la pratique du handisport. Par exemple, en 1948, les Jeux de Stoke-Mandeville, qui sont, on le dit souvent, la préfiguration des Jeux paralympiques. Jeux paralympiques qui se tiendront donc cet été à Paris et dont les valeurs sont courage, détermination, inspiration et égalité. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le sport fait partie intégrante du parcours de reconstruction des militaires blessés en opération. Alors je vais m'arrêter ici pour ce live. Je vous remercie pour votre attention. Je reprécise que l'exposition est visible au musée de la Grande Guerre de Meaux jusqu'au 19 août, en accès libre, gratuite, sur le parvis et dans le hall du musée, ouverte donc du lundi au dimanche tous les jours sauf le mardi.
N'hésitez pas à venir, à visionner également les programmes vidéo qui sont associés aux images et j'en profite également pour dire que toutes les images sont visibles sur la plateforme de mise en ligne des archives de l'ECPAD qui s'appelle imagedefense.gouv.fr. Merci beaucoup.